Des millions, vous êtes charmante. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Armina? Où est l'argent? Où est l'argent? C'est bon, faut dire, c'est rien, monsieur. En fait, je viens retirer de l'argent. Amis, ouvrez vos cœurs, non n'ayez pas peur, l'argent ne fait pas le bonheur. Shut up and take my money. Quoique l'argent aurait peut-être fait un petit peu le bonheur de la FFR. Pourquoi? Parce que, eh bien, dans le journal de l'équipe, excellent article de Fred Bernès, on peut même parler d'une enquête et de chiffres qu'on va détailler dans un instant. Je cite Frédéric Bernès, journaliste de l'équipe, qui nous dit: avant la Coupe du Monde 2023, Claude Haché, directeur général du comité d'organisation, avait promis que l'argent coulerait à flot sur le rugby français, mais aujourd'hui, la FFR craint une perte de 7 millions. Voici par quel engrenage, malgré un puissant succès populaire, le modèle économique de la Coupe du Monde s'est auto-détruit. Donnons quelques chiffres, Philippe Spanghero, quand même, parce que on en avait parlé. Je veux dire, c'est pas une nouveauté. Si vous nous suivez sur Sud Radio, on vous avait dit qu'il y a eu un grave problème autour des hospitalités, mais quand même, on peut presque parler de crash financier pour le rugby français. Une Coupe du Monde qui est un crash financier, Philippe? Un crash financier, force est de constater que c'est le cas, parce que perdre de l'argent lors d'une édition qui a fait 3 fois plus de chiffre d'affaires que la dernière édition sur notre sol en 2007, qui elle avait été bénéficiaire, et en sachant que toutes les éditions précédentes ont ramené au moins 50 millions d'euros à ceux qui les ont accueillis, je pense que le constat il est quand même sans appel, malheureusement, et pour le plus grand malheur du rugby français. Donnons quelques chiffres, Philippe. Comment ça s'est passé? Alors, sans paraphraser ce qu'a dit le journal de l'équipe, il y a d'abord une très mauvaise estimation, voire trompeuse. Je dis bien volontairement trompeuse, peut-être, estimation de ce que pourraient rapporter les hospitalités françaises. En gros, les hospitalités, pour détailler, Philippe, pour expliquer à tout le monde. Les hospitalités, en réalité, donc, c'est le programme de tout ce qui concerne les relations publiques avec les packages qui comprennent des places et des prestations dans le stade ou hors du stade, mais a priori plutôt dans le stade pour ce qui concerne notre sujet. Et c'est un enjeu majeur. C'est du business, souvent. C'est du business, c'est à destination des entreprises. C'est un enjeu majeur, et c'est toujours un enjeu majeur pour l'organisation des grands événements, parce que c'est des prestations qui sont prévendues très en avant, qui génèrent de la trésorerie et qui amènent un panier moyen très élevé. Donc, oui. Il y a eu beaucoup d'erreurs faites autour des hospitalités. C'est ce qui justifie en très grande partie la perte qu'on constate aujourd'hui, avec la dernière mauvaise nouvelle qui vient sonner le glas des derniers espoirs d'équilibre, grosso modo. C'est l'annonce du dépôt de bilan de cette agence qui avait l'exclusivité des prestations d'hospitalité à l'international, et ce qui paraît quand même assez fou, puisque dans toutes les organisations, à ces niveaux d'argent, il y a toujours des garanties financières qui sont normalement demandées. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, et la dernière information qui sort du dépôt de bilan de cette agence d'hospitalité est assez terrible. Daimani est assez terrible. Donc, pour revenir très simplement sur la genèse de tout ça, il y a plusieurs erreurs successives. La première erreur, et celle qui nous met dedans d'office, au-delà de tout ce qui a pu se passer après, c'est la proposition faite par l'organisation française à World Rugby du rachat des droits du programme d'hospitalité. Et clairement, aujourd'hui, avec le recul, on peut dire que cette Coupe du Monde, elle a été achetée grâce à ça. Honnêtement, on peut se poser la question quand même de la position de World Rugby à ce moment-là. Il joue son rôle de prestataire, donc il vend au plus offrant. Mais quand même, la proposition française, en comparaison avec les deux nations contre qui on se battait, l'Irlande et l'Afrique du Sud, donc il y avait une proposition donc pour racheter ce programme d'hospitalité. Les Irlandais ont proposé 25 millions, les Sud-Africains 30 millions, et nous on a proposé 83 millions. Donc c'est pas très compliqué. Tu m'étonnes qu'ils nous l'ont donné. Donc c'est pas très compliqué. Quand je vous dis qu'en général une Coupe du Monde génère 50 millions de bénéfices, l'écart vous le trouvez là. Voilà. Donc, en gros, ce que tu es en train de nous dire, c'est que l'obtention de la Coupe du Monde, c'est l'argent qui a été mis sur la table. Je le pense sincèrement, bien sûr. Il y a beaucoup de critères, mais in fine, quand dans la recommandation tu présentes de bonnes infrastructures, tu présentes un pays qui sait accueillir de grands événements et que tu es mieux disant de 50 millions,
Donc au final, ces 50 millions, si on essaie de se consoler, on se dit qu'ils vont aller avoir le rugby et qu'ils vont être réinjectés dans le développement du rugby mondial. Donc j'essaie de me consoler avec ça en ayant une vision un peu macroéconomique. Ouais, Mais sympa si de je payer raisonne pour eux. si je raisonne en micro, honnêtement, ce qui se passe est terrible. On a été trompé avec cette Coupe du Monde parce que on a eu des effets d'annonce hallucinants au départ. La première présentation de Claude Haché, c'était 200 millions de bénéfices. C'était basé sur rien, puisque on se rend compte aujourd'hui dans la quête de l'équipe. C'est au doigt mouillé, quoi. Comme ça. Non, mais c'est plus qu'au doigt mouillé. C'est que c'est sur la base d'un nombre de sièges d'hospitalité vendus qui n'existe pas. Non, mais ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on. Non, mais C'est-à-dire mais parce que quand même, à la base. Soutenu par le cabinet d'audit de Deloitte. Non, mais on marche sur la tête. On notamment, marche sur la tête. Le scénario du pire, du pire. C'est-à-dire que le pire scénario qui avait été considéré par Claude Haché et par C'était 40 l'organisation. millions de bénéfices. Alors, l'équipe dit profitable à hauteur de 17 millions. Elle se basait sur la vente de 176 742 packages hospitalité. Et il y en a eu que 120 000 de vendus. Et la question de Frédéric Bernès, journaliste de l'équipe, c'est est-ce que c'est pire que pire? Est-ce que c'est plus pire que pire? Eh ben non. Parce qu'en fait, la référence en termes d'hospitalité vendue dans l'histoire des Coupes du Monde de rugby, c'était 2007. En 2007, il y avait eu 105 000. Et là, la France a estimé que le pire cas, c'était 176 000. Donc ça a été complètement surgonflé. Ça a été du grand délire. Ça a été honnêtement du grand délire. Tout le rugby français s'est laissé berner. Alors, j'en parlais cette semaine avec Actu. Et la question du journaliste, c'était est-ce que la Coupe du Monde est un fiasco? Bon, j'essaie de relativiser en disant que... Ce sera un peu le débat dans un instant. On va attaquer sur cette partie. Je spoil pas le débat. En tous les cas, qu'est-ce qui explique cette gabegie financière? C'est d'abord cette folle enchère de l'achat des droits d'hospitalité de 50 millions de plus que le mieux-disant qui était l'Afrique du Sud. Voilà, tout découle de ça. Et puis derrière, c'est des scénarios complètement utopiques. Notamment, tu parlais de Daimani. La FFR qui confie donc à Daimani France l'exclusivité du marché des hospitalisés, donc qui sont vendus en dehors de la France à l'international. Et donc elle confie à Daimani France de façon arbitraire, sans aucun véritable appel d'offres, sans aucune vraie discussion. On parle de 35 000 packages. Et quand il donne ces 35 000 packages pour derrière une revente et une redistribution, il y a aucune garantie bancaire qui a été faite. Donc c'est-à-dire que ça sans aucune assurance. Sans aucune assurance. Ça n'existe pas. Moi, j'étais dans mon ancienne vie d'hospitalité, j'ai été agence de la Coupe du Monde 2015. La gestion de la trésorerie est terrible. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas tout payé, on n'a pas les places. C'est hallucinant de se dire qu'on a laissé une agence fournir 35 000 packages sans qu'ils aient payé l'intégralité de leurs places ou sans qu'on ait une banque. C'est pas un détail. C'est primordial. Mais c'est primordial. On parle d'un enjeu à 40 millions d'euros. Et derrière cette compagnie, Daimani, c'est vautré. Donc avec cet argent qui, donc sans garantie bancaire, a disparu. Il y a 10 millions qui ont été récupérés. Voilà. Alors ça fait partie des choses assez terribles, c'est que la société ne s'est pas vautrée. Ils ont fermé leur filiale française pour pas assumer leurs dettes. Mais c'est détenu par un énorme groupe qui pèse des centaines de millions. Mais qui, a priori, ne sera jamais obligé de payer. Donc voilà. En gros, tout ça en 3 points, à la fois, on a surgonflé pour avoir l'obtention. Le deuxième point, c'est qu'on a confié des énormes montants d'argent sans aucune assurance. Des énormes volumes de place. Des énormes volumes de place sans aucune assurance, sans aucune garantie. Et en 3, eh bien, tout le monde se défausse de sa responsabilité parce que, notamment, vous conseille vraiment d'ouvrir le journal L'Équipe ou d'aller sur le site L'Équipe, de lire, parce que Claude Haché, au moins, c'est pas défilé pour le coup. Il est allé répondre directement à Frédéric Bernès, mais les réponses, moi, personnellement, ne m'ont pas du tout
convaincu. Il n'y a pas des contrats pour tout, dit notamment Claude Haché, qui dit Non, mais il y avait il y une a pas de garantie contrat bancaire, et pour puis derrière tout, qui dit je sais plus s'il y en avait. Mais de toute façon c'est pas important. Enfin bon. Non, mais C'est c'est une important. des sources de revenus principales qu'on attendait. Et le trésorier de la Fédération française de rugby, Alexandre Martinez, dit je ne savais pas, je suis pas au courant de comment ça se passait. C'est embêtant quand un trésorier sait pas comment financièrement ça se passe, c'est quand même un petit peu problématique. Du coup, au global, alors je pose une question très on va dire provoque. Quand on sait comment ça s'est passé, quand on sait ce que ça ne rapportera pas, parce qu'on parlait quand même à l'époque de cet argent de la Coupe du Monde qui va glisser, qui va ruisseler jusqu'au rugby amateur. Là, c'est que chi, il y a rien. C'est même l'inverse. Est-ce que comme ça, quand on sait comment ça s'est passé, est-ce que on se dit pas que ça aurait été pas mieux de pas avoir finalement cette organisation de la Coupe du Monde? Est-ce que auriez-vous préféré ne pas avoir l'organisation de cette Coupe du Monde 2023, Quentin Cabanis? Non. Non. Malgré tout, tu retiens le sportif? Malgré tout, oui, c'est un chouette moment à vivre quand même. Voilà, donc moi je retiens le côté positif de voilà, on a vécu un bon moment, et puis une Coupe du Monde à domicile, c'est pas quand même ça arrive pas tous les ans quoi dans une vie. Donc, on voilà. grille quand même une cartouche aussi, parce que si on l'avait pas eu là, on l'aurait peut-être mieux organisé après. Ah oui, ça sûrement. Mais voilà, moi là, ce que je retiens quand même plutôt des bons moments quoi. Moi j'ai pas souvenir d'une Coupe du Monde qui a été autant financièrement un fiasco que ça. Mais Philippe Sanguero, auriez-vous préféré ne pas avoir l'organisation de cette Coupe du Monde 2023 dans ces conditions, bien sûr? Non, je crois pas. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à retenir. Je le répète, mais le rugby avait vraiment besoin de ce coup de boost médiatique. Honnêtement, on l'a eu. On a senti quand même un engouement populaire assez incroyable. Nos joueurs ont pu être mieux identifiés par un public qu'on capte pas d'habitude, qui est pas un public d'amoureux du rugby. On a eu des images quand même magnifiques pour la promotion de notre sport, parce que c'est quand même pas rien d'organiser un événement de cette dimension, le 4e plus gros événement sportif au monde, et donc sans aucun accroc, si ce n'est le week-end d'ouverture, sur des problèmes logistiques. Mais à côté de ça, aucun problème de sécurité, des images magnifiques dans tous les stades, entre supporters, entre les joueurs. Donc c'est une belle promotion de notre sport. On a quand même gagné plus de 10% de licenciés, et on avait à tout prix besoin d'inverser cette dynamique de décroissance de licenciés. Donc en ça, c'est un coup de boost. Maintenant, l'enjeu pour la fédération, il est simple. C'est de ne pas faire payer au rugby amateur le prix du fiasco. Parce qu'on leur avait promis que ça allait leur rapporter beaucoup d'argent. Maintenant, ils ont tous compris que ça leur rapporterait rien du tout. Mais à un moment, ceux qui financent la Fédération française de rugby, c'est les clubs amateurs. Donc aujourd'hui, je sais que la volonté de Florian Grill et de son équipe, c'est de tout faire, et ils le feront, pour que ça impacte pas les clubs amateurs. Donc voilà, c'est ça l'enjeu. Par contre, maintenant, il faut aussi réussir à capitaliser en image. Mais honnêtement, l'équation pour la nouvelle gouvernance, elle est terrible, parce que et surtout comment tu reprends de l'influence à l'échelle mondiale, alors que tout le monde sait que que ta fédération a fait n'importe quoi, tu vois. C'est dur de. Si ce n'est que tout le monde quand même dans les instances est au courant de comment ça se passe. C'est-à-dire que d'abord c'était un GIE, c'était pas la fédération directement à la gouvernance. Mouvement d'intérêt économique. Non mais il faut quand même se dire, sans tirer sur personne, que tous les gens qui ont pris les décisions financières qui nous ont amenés dans cette situation ne travaillent pas à la fédération. Oui. N'ont rien à voir avec la fédération. Et donc au niveau de World Rugby, c'est très bien d'où vient la perte, puisque c'est eux qui en ont bénéficié. Donc je crois pas trop à ce déclassement de la France au niveau mondial. On a su livrer une belle Coupe du Monde, c'est ce que retiendront les autres nations. Mais maintenant, c'est sûr qu'il faut cravacher dur. Et quand tu vois, ce qui est terrible en plus, c'est le double effet qui se coule, c'est que tu vois que cette Coupe du Monde, elle a amené quelque chose d'assez incroyable. Sur le France-Irlande d'ouverture du tournoi à Marseille, 175 000 demandes de billets. T'as jamais eu autant de potentiel de vente de billets, et t'as plus le Stade de France. Et pourtant, tu avais des loges vides. Et en plus, tu perds 15 000... oui, pour la Coupe du Monde. Oui, bien sûr. Oui.
Ah non mais exactement. Mais non mais c'est là que c'est vrai que je pense que pour le spectateur qui est allé dans les stades, c'était un très bel événement et j'espère que tout le monde retiendra. Je vous rejoins totalement. Voilà donc pour la chronique de Félix Panguero, toujours un grand plaisir d'être éclairci, d'autant plus quand la base du travail fourni par le journal de l'équipe est absolument excellente.